5 minutes aujourd'hui pour vous convaincre de la pertinence d'ajouter le non-consentement dans la définition des agressions sexuelles ou du viol, ce que nous aurions pu déjà faire en novembre dernier lors de la niche insoumise et qu'à l'époque, vous nous aviez refusé. À la fin de ces 5 minutes, statistiquement, 3 femmes auront été agressées sexuellement en France. Sur ces femmes, seuls 10% porteront plainte et sur ces plaintes, 86% seront classées sans suite. C'est de cela que nous parlons, de ce décompte terrible qui continue tant que nous n'agissons pas. Et ce soir, nous pouvons agir. On est des violeurs parce qu'on n'a pas recueilli le consentement, mais on n'est pas des violeurs dans l'âme, disait un des accusés du procès des viols de Mazan. Sa propre traduction du mot d'un avocat de la défense, il y a viol et viol. En France, il ne faut pas avoir recueilli le consentement de la victime pour faire en sorte que nécessairement il n'y ait pas viol. De fait, du point de vue de la loi, pour qu'il y ait viol, il faut prouver la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Ce procès a mis en lumière un paradoxe. Le consentement est partout, dans les questions des magistrats et des avocats, dans la défense des accusés, mais il n'est pas dans la loi. Au point que lors de son réquisitoire, l'avocate générale a déclaré « Qui ne dit mot consent est un adage d'un autre temps » avant de laisser le soin aux législateurs de penser l'après-Mazan, comme il y a eu un après-procès d'Aix sous l'impulsion de Gisèle Halimi. Nous y sommes. Certes, tous les accusés de Mazan ont pu être jugés coupables. Mais combien d'affaires de viol disposent d'autant de preuves et d'enquêtes si minutieuses, si méticuleuses? Combien de plaintes pour rapports sexuels non consentis, pour viols conjugaux, ont été classées sans suite car il a été estimé, avant même toute enquête, qu'aucune preuve de violence, contrainte, menace ou surprise ne serait trouvée? Ajouter aux 4 critères la notion de non-consentement, c'est d'abord pallier leurs insuffisances et imprécisions de façon plus sécurisante que la seule jurisprudence. Mais il faut, et c'est essentiel, il faut aussi le définir, pour que nul ne puisse plus le présumer ou s'en prévaloir abusivement. Il s'agit de mettre fin, en quelque sorte, à une présomption de consentement. La loi doit faire comprendre que nos corps de femmes ne sont pas à la libre disposition d'autrui. Certaines féministes craignent que ce changement porte l'attention sur le comportement, voire le passé des victimes. Mais c'est déjà le cas. Et au contraire, il s'agit là de clarifier que les investigations doivent porter sur ce que l'auteur a fait pour s'assurer du consentement de la victime. Un consentement qui doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable, ce qui s'apprécie au regard des circonstances. Circonstances dont je pense d'ailleurs qu'elles doivent inclure l'exploitation d'une situation de vulnérabilité, d'où mon amendement dans ce sens. Collègues, envoyons aux oubliettes ce stéréotype selon lequel le violeur, c'est l'inconnu armé dans une rue sombre, et que la bonne victime, c'est celle qui a pu dire non et se débattre. Nous le savons, les violences sexuelles sont commises 9 fois sur 10 par des proches, et dans près de la moitié des cas, par le conjoint ou l'ex-conjoint. Elles provoquent la sidération, la dissociation, l'amnésie traumatique. Ce texte prend en compte cela et s'attaque aux biais sexistes. Mais certains ici n'ont que faire des violences patriarcales systémiques. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir continuer à dénoncer le violeur étranger et laisser dormir sur leurs 2 oreilles tous les autres. Le Rassemblement national nous a habitués dans cet hémicycle à crier au laxisme de la justice. Mais on voit bien leur véritable logiciel dans leur bafouillement aujourd'hui sur leur propre condamnation, comme sur ce texte. Peine plancher, fermeté pour les étrangers, mais pour les puissants, garantie d'impunité. Ce texte ne fait pas dans la surenchère pénale et ne touche pas à la présomption d'innocence. Mais il refuse une justice de classe et patriarcale qui condamne plus facilement l'étranger ou le vagabond armé que le mari qui viole son épouse entre les murs de sa maison, que le patron qui viole sa secrétaire au bureau, ou que l'élu qui viole une femme dépendante de son aide. Voter ce texte, c'est écouter 80% des Français qui se disent favorables. Voter ce texte, c'est aussi un peu sortir la France de la honte. La honte des 0,06% de viols effectivement condamnés. La honte d'être visé par 8 plaintes de victimes à la CEDH pour des procédures judiciaires ne respectant pas le droit international et d'être condamné sur la question du devoir conjugal. La honte d'avoir vu Emmanuel Macron s'allier à Viktor Orban pour priver des millions de femmes d'une directive européenne protectrice sur le viol au motif qu'elle incluait cette notion de consentement, et ce sans le moindre mandat de cette Assemblée. Donnons donc un mandat clair aux magistrats comme aux chantres de la diplomatie féministe. Envoyons le signal que la France veut passer de la culture du viol à la culture du consentement. Collègues, vous qui avez fait évoluer votre position depuis notre niche parlementaire, je ne vous accuserai pas de sectarisme, je vais faire le crédit d'une maturation de la réflexion et saluer le travail de conviction des rapporteurs, des victimes, des juristes, des associations féministes.
L'ensemble de ce mouvement féministe sera aussi très intransigeant avec ceux qui auront voté cette loi. Nous scruterons vos votes sur les budgets pour la formation et les investigations de la police, la prise en charge des victimes, et nous scruterons votre détermination à défendre l'éducation à la sexualité et au consentement, un droit pour nos enfants.